Bienvenue dans le podcast Grand Format de PAD. Je suis Christy Maylord, fondateur et présentateur de ce podcast. Ici, nous parlons de mindset, entrepreneuriat, connaissance de soi, mais également d'éveil intérieur, avec des invités ayant un parcours très inspirant. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui personnellement m'inspire énormément, que vous allez découvrir très bientôt. On parlera de plusieurs thématiques, on parlera de la résilience, de l'émancipation, mais également des difficultés que les étudiants étrangers rencontrent. Donc, je vous conseille de suivre ce podcast jusqu'à la fin. Madame Babli, bonjour. Bonjour, Chris Maylord. Déjà, bienvenue dans ce podcast. C'est pour moi un plaisir, comme je l'ai dit. Je tenais vraiment à vous recevoir parce qu'effectivement, je pense que ce podcast et même toutes les informations qui seront communiquées vont vraiment servir à toutes les personnes qui nous suivent. J'espère que vous aussi, vous allez passer déjà un très bon moment. Déjà, le fait d'être invité, et puis je suivais beaucoup ce que tu as fait auparavant. Avec les invités, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, tu as été un de mes étudiants. Donc déjà, dans la communication, j'avais vu un peu l'intérêt que tu avais et le bon travail que tu faisais. Merci. Donc évidemment, je n'ai pas hésité quand tu m'as sollicité à venir. Déjà comme marque de soutien pour cette jeunesse africaine qui s'exprime concrètement dans l'entrepreneuriat. Et puis également pour partager 2-3 avis sur des thématiques. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bah écoutez, moi je vous connais déjà très bien. Mais vous, comment vous pouvez vous présenter auprès de toutes les personnes qui nous suivent un peu partout, mais qui ne vous connaissent peut-être pas encore? Alors, comment me présenter? Je fais tellement de choses, je l'avoue. Souvent, je me demande comment. Bon, de formation même. Donc, j'ai fait du droit, donc juriste. Ça, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, mon métier principal, c'est l'enseignement. Donc, dans les écoles de commerce, même si j'ai aussi enseigné à l'université Paris 13. Donc le droit dans toute sa consonance, un droit des affaires, droit du travail, etc. En deuxièmement, j'ai un centre de formation dont je suis la présidente d'une SAS avec un partenaire qui en est l'EDG, donc que je souhaite vraiment développer. Et puis à côté, je fais de la médiation à la Cour d'appel de Paris. En droit du travail, je fais également de l'arbitrage. Peut-être qu'on en parlera un peu, c'est une forme de justice privée. Et je donne beaucoup de conférences. Et je pense que beaucoup me connaissent plus sur cet aspect conférence. J'ai du mal un peu à casser cette image parce que c'est vrai que pendant 15 ans, beaucoup m'ont connu sur cet aspect conférence des droits des femmes et le militantisme dans ce domaine d'activité, clairement. Et évidemment, j'ai été un peu catalogué dedans. J'ai du mal un peu à sortir. Donc souvent, quand je dis que je suis juriste, les gens s'étonnent. Ah oui, vous êtes juriste? Ben, oui, c'est mon métier principal. Même si j'ai des luttes humanitaires, mais c'est mon métier principal. Mais le combat des droits des femmes et les conférences m'ont donné beaucoup de reconnaissance du public. Et évidemment, je suis plus catalogué dedans que pour mon métier de prof ou de juriste. C'est vrai que vous voyagez également énormément justement par rapport à cet aspect de conférencière. C'est ça. On oublie aussi que vous êtes formatrice. Alors comment on arrive justement à jongler entre toutes ces vies? C'est-à-dire que comment vous arrivez à trouver le temps d'être présente sur autant de tableaux? Bah, écoutez, je pense que c'est une question de personnalité. D'accord. Il faut se connaître parce que généralement, quand on va à l'école, on nous dit suis un chemin. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tiens, j'aimerais être médecin. Donc, tu fais des études de médecine, tu deviens médecin, tu exerces ton métier et c'est bien. Et il y en a d'autres, un peu comme moi, qui ont un peu de l'hyperactivité, qui peuvent pas se contenter d'une chose. Donc, qui s'ennuient très vite dans une chose. Or, la faculté de basculer, d'être multicasquette et de basculer d'un sommet à l'autre font que le travail intellectuel n'est pas figé sur une chose. Donc, il s'élargit et qui fait qu'on s'intéresse à plein de choses en même temps. Mais moi, c'est ma personnalité, je m'y retrouve. D'autres, non. D'autres ne pourraient pas. Mais moi, je m'y retrouve. Et j'en ai besoin parce que quand je reste focus sur une seule chose,
très vite, j'ai besoin de faire autre chose. Je comprends parfaitement. Voilà. Vous avez parlé de cet aspect d'être multipotentiel. Oui. Aujourd'hui, alors vous êtes quand même formatrice aussi, on parlera de ça beaucoup plus en détail. Il y a des étudiants qui sont justement multipotentiels, qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. Vous avez aussi évoqué les capacités de certaines personnes à faire ça. Alors à partir de quel moment on arrive à se dire, déjà vous, sur un plan personnel, à quel moment vous vous êtes dit, ça c'est réellement ma vocation, ça sont des choses peut-être complémentaires ou qui viennent en plus, mais à partir de quel moment on se décide à se dire que ça c'est ma vocation principale et que je dois maximiser sur ça? C'est une très bonne question, très pertinente, parce que ce n'est pas se disperser. D'accord. D'autres personnes vont dire, mais en fait, tu fais quoi dans la vie, en fait? C'est ça. On vous pose jamais cette question d'ailleurs? Si, on me la pose tout le temps. Mais tu es partout. Bien. Mais en fait, partout, mais dans un contexte, si vous regardez bien, tout tourne autour du droit. D'accord. Vous voyez? Tout tourne autour du droit. Même le droit des femmes, c'est du droit. Effectivement. vous voyez un peu, c'est du droit. Même si derrière, c'est l'apprentissage de l'humain. Quand tu es plus jeune, lorsqu'on est plus jeune, évidemment, on a tendance, comme je l'ai dit, on se focalise. Qu'est-ce que tu veux faire? On se focalise, on fait des études. J'aimerais faire telle chose, et puis on le fait. Et souvent, au cours de ça, des opportunités sont données. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Des opportunités sont données en fonction de ce qu'on vit dans la vie. Moi, le droit des femmes m'a intéressé parce que j'avais une amie très proche qui venait de divorcer. Son mari a failli la tuer. D'accord. Donc, tout d'un coup, je me suis intéressé aux violences domestiques. Mais c'est parce qu'elle avait vécu ça. Sinon, en l'occurrence, moi, mes combats à l'époque, c'était je suis étudiante étrangère, enfin, étudiante noire, comment est-ce que je peux m'insérer dans la vie du travail français? Donc, j'étais plus dans les luttes discriminatoires. D'accord. Et après, ça bifurquait au fur et à mesure des expériences. Et de là, de la violence domestique, je me suis retrouvé à avoir des gens qui m'ont contacté pour la traversée, par exemple, des Africains qui traversent les mers et qui meurent. Donc, je suis aussi parti vers ça. Vous voyez, par rapport aux femmes qui abandonnaient tout, prendre leurs enfants et traverser dans les bateaux et qui en mouraient. Donc, ce sont les circonstances. Mais au fond de moi, en réalité, je savais que j'avais ce potentiel. Parce que, en réalité, j'ai étudié le droit de l'homme. C'était mon premier master. Je l'ai fait. J'ai voulu travailler dans les ONG. Ça s'est pas fait. Les portes se sont fermées. J'ai abandonné pour aller dans le droit classique. Ok, dans le droit des affaires, comme vous connaissez. Et plus tard, ce que je voulais faire à 20 ans est revenu me chercher. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, c'était déjà inné. Vous avez fait des études, je vous ai eu comme étudiant. Mais tout ça, ça vous intéressait déjà. C'est vrai. Donc, vous saviez que il y a ce potentiel-là. Il ne faut pas tuer le talent. Le talent n'a rien à voir avec ce qu'on fait pour vivre. Vous voyez, souvent, vous avez du talent, vous aimez la communication, mais peut-être vous n'avez pas les moyens de réaliser ça maintenant, ou peut-être souvent ce n'est pas le moment. Donc vous allez faire des études de marketing, vous allez bien avoir une belle carrière dedans, et puis un matin à 40 ans, vous lâchez tout, vous revenez dans la communication, parce qu'en fait vous vous rendez compte que c'est ce que vous voulez faire. Combien de personnes ont fait ça? Abandonner des postes de directeur pour devenir photographe. Mais en réalité, si vous fouillez bien, il voulait être photographe à 15 ans. Mais souvent, on lui a dit, mais qu'est-ce que ça va t'apporter comme boulot? Donc, souvent, on tue un peu le talent pour rentrer dans une société qui a besoin, où on a besoin de manger. Donc, il faut vivre. On prend un boulot. Mais le boulot n'est pas forcément ce qu'on aime. C'est vrai. Ça peut être souvent un boulot de survie. Alors, petite question, vous aimez ce que vous faites? Ah non, là maintenant je kiffe. Là maintenant je kiffe. J'ai pas toujours kiffé. Hein. D'accord. J'ai pas toujours kiffé. J'ai fait des boulots pour manger. Non, mais il faut pas mentir. Quand on voit comme ça, si on se dit oh là là, non, mais il y a eu des gros moments de galère. Oh là là, de très gros moments de galère. Des moments où on se pose la question. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je me fais pas... On se pose tous des questions. Des moments où on a fait des ménages. D'accord. On a fait des ménages, on a fait des choses parce qu'il faut manger. Ou des moments où on trouvait même pas un boulot de juriste, on vous proposait que des postes d'assistanat.
Donc, parce que vous dites non, mais j'ai quand même un diplôme plus. Je n'ai rien contre les assistantes. Il y a des gens qui ont fait des études pour être assistantes. Mais moi, je suis plus qu'une assistante. Donc, pourquoi vous me proposez ça? Mais on vous propose, et puis à un moment, vous dites, il faut que je prenne ça pour manger. Et ma chance, c'est d'avoir eu le mindset suffisant de ne pas être cloisonné dedans. J'ai eu plusieurs amis qui sont restés dedans. C'est-à-dire de prendre un métier de survie et finalement qui en sont restés parce que les réalités économiques nous étouffent. Voilà, il faut manger, il faut payer son loyer, il y a des enfants qui viennent. Donc finalement, vous vous dites, bon, on fait avec ce qu'on a. Or, moi, j'ai dit à un moment, non, je peux faire mieux. Dans cette première partie qui est vraiment consacrée à notre invité, alors moi ça m'intéresse de savoir également les petits boulots que vous avez pu faire, parce qu'effectivement c'est quelque chose que tu connais bien. Oui. Alors je pense que beaucoup de personnes aussi vont se retrouver dans cette partie-là, notamment aussi de manière très spécifique des étudiants étrangers. Bien sûr. Pour la plupart sont parfois obligés de faire des petits boulots comme ça qui ne correspondent pas vraiment avec les compétences qu'ils ont. Aujourd'hui, vous, quand vous avez vécu ce moment de votre vie, qu'est-ce qui vous a permis de ne pas lâcher prise et surtout de ne pas, comme on l'avait dit, rester coincé là-dedans? Parce que moi, j'ai travaillé aussi dans la restauration. Alors, petite anecdote, c'était vraiment, j'avais pas les compétences pour ça. Et parfois, on se sent comme un sous-humain. Alors, bien évidemment, ceux qui font ça, on critique pas le métier, mais tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu vaux aussi, mais tu sais que c'est pas vraiment en adéquation avec ce que tu fais exactement à ce moment-là. Comment on arrive justement à avoir ce mindset de se dire, c'est juste pour un moment, ça va passer et puis voilà, je vais potentiellement évoluer. Vous, qu'est-ce qui vous a aidé aussi sur ce point? Quel est votre objectif? Quel est votre objectif? Là, j'ai le recul maintenant, mais quand je vois les jeunes, puisque je suis en contact avec les jeunes tout le temps, c'est vrai. Et j'entends les jérémiades, et ça change en plus au fur et à mesure des générations. Parce que la dernière génération, qu'on appelle Z ou Alpha, mon Dieu, bon bref, j'ai des migraines, mais en réalité, il y a une étape dans la vie. Moi, personnellement, quand je vois mon parcours, c'est pas le parcours de tout le monde. Il y a des gens qui seront déjà nés, tout est prêt. C'est vrai. Tout est prêt. On leur demande juste de bien travailler à l'école. Ou souvent même de ne même pas bien travailler à l'école, mais il y a déjà l'entreprise qui les attend. Donc, ils feront le minimum. Moi, j'ai eu un étudiant qui était un enfant de riche au pays. Il m'a dit de toute façon, bon, je suis juste venu pour avoir le diplôme des Blancs. C'est une formalité. C'est une formalité. Je prends ce diplôme, je rentre, tout m'attend. Bon, il était arrogant, il était tout. Bon, ça, c'est une catégorie. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart qui viennent se sacrifient, ou les parents se sacrifient derrière. Il faut manger. Comme on revient vous connaissez la pyramide de Maslow et les besoins sommaires, hein, quand on a tous besoin. Il faut payer sa chambre. On quitte un pays, on allait nous recruter dans ce pays-là. On nous a promis monts et merveilles. On rêve de venir en France. Parce qu'on se dit, bon, quand on va arriver en France, ça va être comme ci, comme ça. Et on est jeté dans un pays qui a d'autres règles, d'autres réalités. Il n'y a plus papa, maman à côté. C'est vrai. Alors qu'en Afrique, vous savez, on a de super grosses maisons. Là, on habite chez une tante, chez un oncle. Qui a des enfants. La pression aussi. Ah bah oui, bon, ils sont bien contents de t'accueillir, mais au bout de 3 mois, ils en ont marre de te nourrir. Et là, il y a la réalité. Il faut payer sa carte Navigo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut bosser. Et il y a les fameux jobs étudiants. Quand on les appelle jobs étudiants, c'est parce que c'est pour les étudiants. C'est pour avoir de l'argent de survie. Donc, à une période de sa vie, c'est normal. Et il ne faut pas cracher dessus. Ce qui va faire mal, c'est lorsqu'on a fini ses études, qu'on est encore dedans. Là, ça fait mal. Mais quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22, si on n'a jamais redoublé, 23, considérons, et que tu as fait des ménages, ou tu as fait la restauration, ou tu as fait McDo, vous voyez, ces jobs étudiants, pour avoir de quoi manger et payer tes études. Quelle fierté! Quelle fierté! Moi, aujourd'hui, si je galère, et qu'on me dit, va faire femme de chambre comme je l'ai fait, je vais le faire. Quelle fierté! Bon, je vais peut-être couper un peu les ongles, mais je vais le faire.
Mais c'est vrai qu'à un moment, on est le produit de ce qu'on a vécu. Exactement. Moi, vous me verrez jamais aller dans un hôtel et puis salir l'hôtel. Pourquoi? J'étais femme de chambre. Et je sais comment c'est fatigant. Donc quand je vois ces femmes-là, je leur dis bonjour. Je les respecte parce que je sais. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, il est méprisant. Et ça apprend la valeur de l'argent qu'on a eu. Là, j'ai travaillé à la sueur de mon front. C'est mon argent. Et puis demain, si je ne raconte pas que j'ai fait ces petits boulots, qui le sait aujourd'hui? On va penser que, oh, elle a eu la chance. Non. Et même après les études, il fallait les continuer parce qu'on ne trouve pas le travail tout de suite. C'est vrai. Par contre, là, je comprends que psychologiquement, ça devient dur. Parce que quand vous avez bac plus 5, plus 6, et que vous devez continuer à travailler au McDo, là, ça devient dur. On parlerait également de cette partie-là. C'est ça. Ouais. Vous voyez? Par contre, alors petit aparté comme ça pour faire un petit parallélisme rapidement. Aujourd'hui, justement, vous avez évoqué justement le rapport qu'on a avec l'argent par rapport aux expériences qu'on a vécues et la valeur qu'on y accorde. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, surtout pour les jeunes, mais pour d'autres personnes de manière assez globale, notamment avec les réseaux sociaux. Est-ce que justement, vous avez le sentiment que les jeunes ne savent plus réellement apprécier, dans un premier temps, l'argent comme l'outil qu'il doit être, et dans un second temps, le travail effectué par des personnes, par exemple, qui travaillent dans des métiers comme la restauration, comme des femmes de ménage, comme on parle? Personnellement, c'est une question générationnelle. Veuillez m'excuser. J'ai une petite canne de tout. C'est une question générationnelle. Nous, on a fait des ménages. Je vois d'autres étudiants aussi en faire. Aujourd'hui, pour payer leur loyer. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Où vous faites une danse, ou quelque chose qui plaît, ça devient viral. Vous avez 1 million, 2 millions de vues, vous monétisez le truc, ça vous rapporte de l'argent. Ce que nous, on n'a pas connu. Oui. Peut-être que si c'était à notre époque aussi, on aurait sauté dessus. Franchement, vous savez, c'est une question générationnelle. Mais, en tant que maman, la facilité de l'argent m'a toujours un peu dérangé. Peut-être parce que moi, je ne l'ai pas eu facilement. Mais je reconnais aujourd'hui que si j'avais eu beaucoup d'argent à 20 ans, 25 ans, j'aurais pas cette relativité aujourd'hui que j'ai, ou cette même maturité que j'ai. C'est la vérité. Quand vous avez quelque chose facilement, vous ne savez pas apprécier parce que c'est normal. Tout devient normal. Tout devient normal. Moi, j'ai des étudiants qui me le disent. Mais madame, pourquoi je me prends de la tête à aller travailler dans une boîte à bac plus 5 à 2005 alors que je fais création de contenu et que TikTok va me payer quasiment 500 € le jour. Bon, c'est la réalité. C'est vrai, évidemment. C'est la réalité. C'est le système actuel. Il faut savoir l'utiliser. À condition que demain, ça ne te pénalise pas. Parce que le jour où TikTok va plus te payer 500 et qui va commencer à te payer 150, voire souvent 0 pour tes vidéos n'intéressent plus, parce que c'est ça aussi le risque. Ça reste de l'artistique et à chaque pas, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, toi, tu faisais quelque chose où tu dansais comme ça, quelqu'un vient, il danse comme ça, c'est ça qui plaît aujourd'hui. Donc, à partir du moment déconnecté, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on voit que beaucoup se suicident. Il y a beaucoup de dépression pour ces choses-là. Oui. Parce que tu es obligé de garder ton audimat. Tu es obligé de garder ton audimat. Le jour où on ne te calcule plus, t'es mal. T'es mal. Et en réalité, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh, toi, tu as travaillé dans la restauration, non? Tu fais ça. Tu as une capacité de rebondir. C'est vrai. Vous voyez beaucoup on dit influenceurs. Ils sont morts, ils se sont jetés. On regarde ça. Tout le monde regarde ça un peu, puis on passe, puisque nous sommes dans un monde où il y a le buzz aujourd'hui et le lendemain, ça passe. Mais en réalité, il faut se poser la question. Pourquoi il y a autant de dépression pour des gens qui ont de la visibilité? Pourquoi autant de dépression chez des gens qui ont autant de visibilité?
puisqu'ils veulent être connus. Et ils se foutent de l'argent. Après tout, on court derrière quoi? L'argent. Mais pourquoi tu as de l'argent et malgré ça, tu es mal? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, on va encore une fois de plus revenir vraiment sur vous, conférencière, formatrice, juriste, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, justement, alors on parle beaucoup aussi, on évoque beaucoup des questions qui sont quand même liées à la femme. Est-ce que c'est facile, alors normalement la question ne devrait pas se poser, mais ça se pose quand même, est-ce que c'est facile pour une femme d'arriver à se hisser au niveau auquel vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que ça a été compliqué déjà pour vous? S'il y a eu des obstacles, quels ont été, excusez-moi, les obstacles auxquels vous avez fait face? Quel a été justement le parcours que vous avez suivi par rapport à tout ça? Et comment vous l'avez vécu? We are in the masculine world. D'accord. Nous sommes dans un monde d'hommes. C'est la vérité. On peut tout contester. C'est la vérité. Et c'est depuis des siècles. Donc changer des choses qui sont instaurées depuis des siècles, c'est difficile. Okay. Je prends le côté général et un peu après le côté un peu africain. D'accord? Puisque nous sommes d'origine africaine. Okay. Souvent, on entend dire les femmes ne travaillaient pas. C'est faux, les femmes ont toujours travaillé. Elles ont travaillé, bon, je ne parle pas de s'occuper de la famille, hein, okay. Ça c'est autre chose, oui. Mais le travail, au sens travail dont on parle. Quand le mari avait un business, elles aidaient. Quand le mari était en plantation, elles travaillaient. La seule chose, c'est que le travail était soit considéré comme une somme de collaboration, ou si même en usine, elles travaillaient, on leur donnait une pièce. Et c'était le mari, ça allait sur l'argent du mari. Et d'ailleurs, le compte en banque était ouvert au nom du mari. Bien. Et puis, il y a eu une seconde guerre mondiale. Je parle de façon générale. Ben, les hommes sont allés au front. Et puis, ben, il fallait des femmes. Donc, les femmes sont allées travailler en usine. Donc, pendant 4 ans à peu près, ben, l'argent, ben, c'était dans leurs mains. Donc, les maris, ceux qui ont pu revenir du front, ben, ils reviennent. Ils trouvent des femmes qui disent « Ah non, 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 nous, on ne veut plus repartir où on était. » Donc, elles se révoltent un peu. Vous voyez? Et ça déstabilise. Parce que le garçon est éduqué pour dominer. On l'appelle comment dans la religion? Le chef de famille. Ce n'est pas mauvais. Attention. Ce n'est pas mauvais. Mais le garçon est éduqué pour rapporter de l'argent, faire la famille, apporter ce qui est nécessaire à la famille. Et puis la femme est là pour s'occuper des choses de la maison. Okay. Les rôles étaient déterminés. Donc quand souvent les gens me disent « Oui, mais nos mamans avant », ben, c'était normal, c'était une normalité. C'était normal. D'accord? L'homme rapportait, il s'occupait de toi, il s'occupait de ta famille, il s'occupait des enfants. Vous voyez un peu tout. Tout était établi. Et puis, on ne pensait pas vraiment à cette notion de bonheur qu'on a aussi. Je veux être heureuse en couple. C'était des couples de famille. D'accord. C'était ça, la normalité. De temps en temps, elles étaient un peu mal dans leur peau parce qu'elles souhaitaient faire plus. Elles avaient aussi des talents et des ambitions, mais ne pouvaient pas. L'époque ne leur permettait pas. Et après, il y a une révolte progressive. Dans certains pays, elles ont enlevé un peu leur soutien qu'elles ont jeté. Donc, c'est ce groupuscule qu'on appelait féministe, si vous préférez. Et puis, les choses se sont révoltées. Petit à petit, les femmes ont eu des droits. Elles ont eu des droits. Maintenant, avec le recul aujourd'hui, donc en 2025, beaucoup de choses ont été accomplies. Énormément de choses. Ça, il ne faut pas se le mentir. Je pense que si nos prédécesseuses, il y a 2 siècles, se réveillent, elles vont dire « Ouh là là, je ne pourrais même pas croire qu'une femme peut s'asseoir comme ça et puis parler. » Vous comprenez un peu. Et en plus, interrogée par un homme. Donc, les choses ont avancé. Mais il reste encore des poches de résistance. Je le dis toujours dans toutes mes interviews. Moi, mon combat personnel n'est pas contre l'homme. D'accord. Jamais. En tout cas, moi, c'est ma vision. Parce que combattre les hommes, c'est admettre qu'ils sont supérieurs. Or, moi, mon combat n'est pas d'admettre que l'homme est supérieur. Mon combat est d'admettre qu'une femme peut aussi prendre ses propres décisions et exister en tant qu'humain. Ça, c'est mon combat. C'est pour ça qu'il y a certains mouvements féministes auxquels je n'adhère pas. La femme est épanouie, mais je suis comme tout le monde.
En tout cas, moi, je veux me marier, je veux être tranquille. Tranquillement. Donc, si je veux me marier, si je n'ai pas la haine des hommes. Ok. Bien. Maintenant, il faut qu'une femme puisse avoir accès à certains boulots. On est dans une société occidentale, mais quand vous voyagez, et j'ai voyagé, c'est pas le cas. Il y a encore des petites filles qu'on marie de force. C'est vrai. Il y a encore des filles qu'on va exciser. Là, j'ai parlé avec des femmes au Mexique qui veulent m'inviter au Mexique. Je me suis dit, c'est génial parce qu'ils ont une femme présidente. Donc, dans mon esprit, pourquoi? Mais elle me dit, mais madame, vous ne pouvez pas savoir que chaque 3 minutes ici, il y a une femme qui est butée par son mari. D'accord. Ou il y a des femmes qui sont kidnappées avec les enfants pour les mettre dans les réseaux. Vous voyez, il y a encore ces poches de lutte pour lesquelles il faut se battre. Mais derrière ce combat-là, c'est de montrer que les femmes qui pensent que l'homme est leur ennemi, c'est pas ça le combat. Ça, c'est ma vision. Deuxièmement, montrer que tout simplement, il faut que nous-mêmes nous ayons plus confiance en nous. Et je le vois, c'est pas aussi le cas. C'est malheureusement pas le cas. Derrière beaucoup d'apparence, je parlais à beaucoup de femmes, je vous certifie qu'il y a beaucoup d'apparence. Ok. Et ça se voit sur la femme noire. La femme noire, son apparence, la décoloration de la peau, les machins, on sent un mal-être. Alors, La femme noire a beaucoup, je parle de nous, maintenant je bifurque vers la femme africaine noire. On a un mal-être. Certaines qui pensent qu'elles ont la peau claire sont supérieures à celles qui ont la peau noire. Certaines qui pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver, certaines qui pensent que leur réussite extrême ne passera que par un mariage. Il y a encore le poids de la culture et le poids de la religion. Et ça c'est difficile à vaincre. Donc aujourd'hui, le travail même n'est plus au niveau des hommes, à mon sens. C'est au niveau de la femme. C'est au niveau des femmes elles-mêmes. Les hommes aujourd'hui, bon, dans certains pays, je parle en général, dans certains pays, c'est chaud. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Moi, j'ai des étudiants d'Afghan. Ah oui. Quand elles me parlent, c'est un autre level. D'accord. Je pense que si on m'invite là-bas, je n'irai pas. C'est un autre. Non, c'est un Mais autre. le combat n'a pas de frontières. Ah non, non. Évidemment, Ah non, non. Il y a des moments où je tiens à rester un peu en vie quand même parce que c'est une autre conception. C'est vraiment là, c'est un autre level. Et il y a des pays comme ça. Mais pour le reste, il y a encore un vrai poids de la culture et de la religion qui est très, très prédominant même dans les pensées et qui est inquiétant. Je vais terminer dessus. Un jour, je faisais une formation pour des adultes, puis c'était tous en train de se... Oui, les hommes font ça, c'était les femmes. Oui, les hommes, on n'a pas le droit, on peut pas... Non. Ok. Et le directeur a dit, bon, il y a un poste qui se libère. À direction. Postulez. Il n'y a qu'une femme qui a postulé. D'accord. Et d'ailleurs, les autres femmes n'ont pas voté pour elle. Ah oui, quand même, là, c'est... En disant, on a parté, ah oui, mais si celle, on lui donne le pouvoir, elle va se la péter, elle, ça, vous voyez. Okay. Donc, si évidemment nous-mêmes, et ça se revoit encore, dans les négociations de salaire, quand on demande quelles sont vos prétentions salariales, qu'on le veuille ou pas, les hommes, ils arrivent avec plus de confiance. C'est vrai. Nous avons un peu ce syndrome de l'imposteur, comme si il faut vraiment qu'on mérite ça. Je vous le dis, même moi-même qui vous parle, j'ai vécu longtemps, faut pas croire. Non, je partais pas négocier mes honoraires. Dans Babli, vous avez parfaitement donc introduit le sujet principal de cette deuxième partie, qui est justement la perception qui se prolifère un peu dans l'imaginaire collectif par rapport à la place de la femme dans la société de manière globale. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, alors, je ne sais pas si la question doit être posée comme ça, mais est-ce qu'on devrait beaucoup plus laisser certaines places aussi aux femmes, ou est-ce que justement ces places-là, c'est la responsabilité des femmes, d'aller chercher ces places-là? Aujourd'hui, on parle notamment des postes à haute responsabilité qui sont occupés en grande majorité par des hommes. Est-ce que justement il faut laisser la place, ou est-ce que c'est une responsabilité des femmes d'aller chercher ces places-là? Responsabilité des femmes d'aller chercher ces places. Bon, écoutez, déjà nous, de manière naturelle, la nature a fait que c'est nous qui portons les enfants. Bon, donc nous aurons toujours, pour celles en tout cas qui vont faire des enfants,
une carrière forcément interrompue. Ça, c'est quasi inévitable. Il suffit juste que vous ayez eu 2-3 enfants, vous allez faire un congé parental, 2 ans, 3 ans pour élever vos enfants. Bon, quand vous revenez sur le marché du travail, vous avez le sentiment qu'il faut quasi tout recommencer. Depuis le départ, Ou bien vous allez prendre un travail à temps partiel parce qu'il faut, effectivement, c'est la réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Vous allez partir chercher vos enfants à 16h30, donc vous prenez un temps partiel. Entre-temps, l'homme, sa carrière avance. Bon, ce sont des faits naturels. Bon, maintenant vous vous battez, vous arrivez à un certain sommet, et puis il y a des places à très haute responsabilité. Quel est le problème des femmes? Aujourd'hui, je pense que quand on va dans les écoles, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a autant d'hommes que de garçons. Il y a même plus de femmes. Si vous regardez bien, les filles font de très, très bonnes études. Mais très bonnes. Et puis après, il y a la vie. Elles vont postuler, elles vont rentrer dans la vie active. Et puis, il y aura, je n'ai pas dit pour toutes, je parle de la majorité, ce fameux chrono, maître du corps, qui va dire, bah, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, etc., etc. Bon, c'est les choses de la vie. Donc, il y aura des petites interruptions. Après, on revient, on travaille. Et puis, quand on va arriver à ce poste à grande responsabilité, il y aura beaucoup de choses qui vont jouer. La famille. Vous savez, un poste à grande responsabilité, ça demande beaucoup d'engagement. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est la même chose. Ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande des réunions pour parfois qui finissent à 22h, 23h. Vous êtes une maman. Vous devez finir à 22h, 23h. Je dis souvent. Vous pouvez vous arranger, mais j'ai très peu vu des femmes, même déjà, regardez le niveau cadre déjà, à quelle heure vous finissez. Vous voyez quasiment pas vos enfants, sauf le week-end. Et encore, le week-end, il y a du boulot. Aussi, c'est vrai. Le week-end, il y a du boulot. C'est la même chose pour des femmes entrepreneurs hein, qui veulent bâtir. Donc, vous allez commencer à avoir quoi? Des remarques. Soit du conjoint, soit de votre famille, soit des enfants. Moi, ma fille me l'a dit. Maman, je ne te vois jamais. D'accord, ok. Donc, c'est un fouet pour une mère. Quand il y a un couple, papa-maman, hein, qui ne sont pas séparés, le papa travaille ou il a un boulot qui demande qu'il soit à l'étranger. Bon, maman comble en fait derrière. Mon papa va revenir le week-end, etc. Quand papa revient, il joue un peu avec les enfants et tout, mais maman a comblé derrière. Ça paraît un peu normal. Mais quand c'est la mère, c'est vrai. Et maman rentre à 22h, tu rentres, ton enfant dort. Quand tu te lèves, l'enfant s'est levé. Vous voyez 30 minutes le matin. Et on culpabilise. Et après, il suffit juste que l'enfant, à un moment un peu de la charnière, dérape. Vous dites, c'est ma faute. Peut-être que je n'ai pas été là. Or, vous avez travaillé autant pour leur assurer ce qu'il fallait. La plupart du temps. Ah, tout ce que je n'ai pas eu, il faut que mes enfants l'aient. Ce que j'ai pas. Moi, je me bats pour que ce qui a été des blocages pour moi, ma fille puisse les écarter rapidement, y compris la jeunesse. Mais on va vous accuser. Oui, mais on ne te voit pas. Ah, c'est quand même ta fille. Hein? Vous voyez, il y a cette forme de... Et les femmes culpabilisent. Des femmes ont perdu leur mari, hein? leur mariage, je veux dire, excusez-moi. Pour ça. Elles ont perdu leur mariage. Je ne te vois pas, c'est bien. Ou mais elle rentre, excusez-moi, mais le gars, il a sa... La deuxième, là. La petite maîtresse. Bon, à la limite, tu fais comprendre, mais je ne te vois pas. Vous comprenez un peu? Bon, déjà, même quand il te voit, il le fait, mais à plus forte raison quand il ne te voit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, vous culpabilisez. J'ai vu des femmes abandonner les grands postes pour prendre un boulot gérable. Pour être avec la famille. Et c'est après, quand les enfants grandissent, que là, elles vont se lancer dans l'entrepreneuriat ou elles vont se lancer dans des choses. Donc, certaines qui sont arrivées à un gros stade, soit elles ont eu un mari ou un compagnon ou des gens qui les ont épaulées, qui les ont comprises, hein? Soit elles ont géré seules,
Et d'ailleurs, si vous voyez bien, on les compare un peu aux hommes. Très souvent. Quand tu réussis beaucoup, elle est comme un garçon. Elle est comme un homme. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un homme qui peut agir de cette façon. Manière-là. Il y a des femmes qui sont carriéristes. Il y a des femmes qui sont carriéristes. Elles, c'est boulot, boulot, boulot. Les workaholics. Boulot, 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 boulot. Donc on dit qu'on sait, elle est comme un homme, elle ne va jamais se marier. Vous voyez, on revient toujours à elle ne va jamais se marier. Pourquoi tu n'as pas eu d'enfant à cause de ta carrière? Mais tu sais, une femme, quand même, ça doit avoir de l'argent. Vous voyez, on repart toujours à cette vie familiale. Parce que cette vie familiale caractérise la femme. Tu n'auras réussi que si tu es marié et que tu as des enfants. Même si tu deviens président de la République. Vous voyez? Donc, quand une femme se présente aux élections, on joue beaucoup sur son physique et sur elle est mariée ou pas. Vous voyez? Son destin. Alors, la prochaine question peut sembler un peu polémique, mais je dois quand même vous la poser. Si on doit être réaliste, est-ce que justement, on peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des hommes arrivent à exceller dans certains domaines parce que justement, il y a cette forme d'insouciance ou de détachement par rapport à l'aspect familial. Est-ce que justement, on peut se dire que c'est effectivement... Mais parce que quand tu as une femme à la maison, c'est facile. D'accord. Non, je vous dis la vérité. Moi, je suis dans un milieu d'hommes. Je suis dans un milieu d'hommes. Il y a des postes que moi, j'ai refusés, qui me demandaient de beaucoup voyager. Quand ma fille était toute petite, je ne pouvais pas. Je l'ai la placer où? Facile pour un homme. Ben voilà. Mais un homme ne l'aurait pas refusé. Un homme n'aurait pas refusé. Moi, je les ai refusés. Bon, là, elle est un peu plus grande. Elle se gère un peu. Donc, je me permets certaines choses. Je me permets certaines choses. Mais avant, dans mes conférences, quand elle était plus petite, je la balançais, je la traînais avec moi. Et puis, elle faisait les commentaires. Maintenant, elle est adolescente, elle ne veut plus rien faire. Mais c'est différent. Mais maintenant, je me permets certaines choses parce qu'elle a grandi. Mais sinon, avant, je ne peux pas. Mais un homme n'aurait pas dit non. Moi, je suis avec des hommes. Moi, il y a des réunions qui sont placées parfois. On doit se retrouver à 20h30, 21h. Je leur dis non, je vais rentrer. Parce que j'ai une adolescente à la maison. Il faut que je gère. Parce que les hormones, là, commencent. Donc, il faut que je gère. Que ce soit une fille ou un garçon, j'aurais fait pareil. Parce que ça commence à... C'est l'âge un peu où ça devient chaud. Donc, il faut que je sois un peu plus là. Mais je vois que souvent, ça agace mes partenaires. Mais eux, ils restent. Pourquoi ils restent? Parce qu'il y a quelqu'un qui gère leurs enfants. D'accord. C'est plus facile. Alors, petite question comme ça pour avoir une vision un peu plus globale. Je pense que j'aurais dû vous la poser depuis le départ. J'écoute. Quelle est votre perception du féminisme actuel? Déjà, votre définition propre et de manière globale, quel est aussi votre regard par rapport au féminisme? Je n'ai pas honte de dire que je suis féministe. D'accord. Il y a des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Peut-être même qu'on ne verra jamais à la télé, mais qui font des choses extraordinaires. Ces femmes-là, je les appelle des féministes parce qu'elles ne se sont pas cantonnées à l'image dans laquelle on voulait les garder. C'est ça le féminisme pour moi. La capacité de changer les choses en étant une femme. Après, il y a des branches du féminisme. D'accord. Et je ne suis pas d'accord avec toutes les branches. Ça va de soi. Voilà, je ne suis pas d'accord avec toutes les branches. Afro-féministe, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais seulement que, en tant qu'Africaine noire, nous avons eu un combat encore plus dur que les autres. Parce que nous, on a subi esclavage et colonisation. Et pendant très longtemps, on nous a présentés comme des femmes moches. Les femmes noires étaient envoyées dans des eaux ici, comme moyen de spectacle parce qu'on avait des grosses fesses, etc., etc. Donc, au niveau mental, c'était difficile. Donc, pour s'affranchir de ça, déjà économiquement, et en plus, en tant qu'être humain, c'est encore plus dur. Il fallait nous accepter ces formes. Moi, quand je viens en France, je suis en pleine adolescence, je suis un peu ronde, on se moque de moi, je suis grosse. Je tombe dans l'anorexie, parce qu'il faut que je ressemble aux Européens. Donc, à l'époque, on faisait des défrichages de cheveux. On se mettait des produits pour avoir les cheveux longs. D'accord. On maigrit, on veut avoir les fesses un peu plus plates, etc. Pour ressembler. Parce que c'est ce critère qu'on nous a dit que c'était le critère de beauté. Donc, 30 ans, 35 ans aujourd'hui, je vois que tout le monde gonfle les lèvres. Ça met des injections, ça fait des BBL partout. Okay.
Parce qu'aujourd'hui, ces critères qui étaient dénigrés pendant des siècles devient un critère, un modèle de beauté. Parce que certaines femmes ont osé aussi assumer ça. Faut dire, je suis noire. I'm proud. Comme disait un auteur, je te remercie mon Dieu de m'avoir créé noire avec mon gros nez. Vous comprenez? Oui. C'est une fierté. C'est une fierté. Mais c'est difficile. Donc, on a eu encore un autre combat. Ça, c'est une branche aussi du féminisme. Mais le féminisme, qui se veut aujourd'hui la revanche sur la société, D'accord. où on crée des entreprises mais on n'embauche que des femmes, où à la limite, les hommes doivent payer pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Donc, s'il y a un divorce, on le dépouille de tout. On lui enlève ses enfants. Le féminisme qui dit que les femmes sont très très libres et qui font qu'on voit de plus en plus de femmes, je n'ai pas dit que ça n'existait pas dans le passé, mais plus dénudées, etc., parlant avec une certaine... Bon, c'est encore, je l'insiste, c'est mon opinion. C'est quoi la liberté? C'est tout le travail qu'on a fait pour qu'une femme s'assume. Pour qu'une femme ne soit pas dépendante économiquement. Qu'une femme puisse avoir un travail à égalité avec un homme, si elle en a les compétences. Pas la promotion canapé. J'ai refusé 3 fois de coucher, sinon je serais bien à une bonne position. Mais c'était moi. Tout ça, on a fait un travail en 30 ans qui aujourd'hui, à mon sens, est en train de s'écrouler. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient et qui a adhéré à une vision étrange de ce phénomène. Et puis il y a d'autres qui disent « Ah non, mais moi je ne suis pas une féministe, parce que c'est quoi être une féministe? Pourquoi est-ce qu'on parle du combat de ces femmes? On n'en est pas à ce stade. » C'est une erreur. C'est ôter la réalité. Ce sont des personnes qui sont assises ici en France, qui peut-être ont eu un bon poste et qui pensent que c'est ça la réalité de tous. Elles veulent qu'on leur parle qu'aujourd'hui, moi qui suis avec des étudiants, comment ces étudiants n'ont pas de stage noir? Ils veulent qu'on leur dise comment les femmes, déjà noires, une femme en plus, n'ont pas d'alternance. Ils veulent qu'on leur dise comment à chaque fois tu t'en vas postuler, il y aura quelqu'un qui va te dire, même s'il y a des femmes aussi très vilaines, hein, s'il vous plaît, qui vont demander harcèlement moral. Vous pensez que c'est un jeu? Ce sont des réalités qu'on côtoie tous les jours. Le féminicide, c'est pas un jeu. Non. On en est déjà à 14-15 morts. Ce sont des réalités. Donc, c'est omettre les choses parce que pour toi, tout est allé bien. Mais souvent, il faut ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe à côté. Si les gens se battent, c'est parce qu'il y a un problème. Le jour où il n'y aura plus de problème, on arrête de se battre, on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est tout. Il y aura d'autres combats, mais plus ce combat pour lequel on est aujourd'hui. Ce n'est pas une obsession. Moi, j'ai vu des petites filles de 9 ans qu'on allait marier à quelqu'un de 45 ans. De mes yeux. Donc, quand tu n'as jamais vu ça, tu ne peux pas venir dire « Oui, mais de toute façon, c'est quoi le féminicide ?» Moi, j'aurais aimé que cette petite fille à 9 ans, qui voulait aller à l'école, ait la possibilité de le faire. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance de le faire. Et j'ai eu beaucoup de chance. Madame Abli, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le féminisme peut être contextuel? Par exemple, dans une société où il y a une très grande diversité de personnes, on a des femmes noires, on a des femmes blanches, excusez-moi de le dire comme ça, mais on a l'impression qu'en fait, les deux ne mènent pas le même type de combat. Ça peut pas être le même combat. Effectivement, d'où est-ce que ça vient? Mais comment comment on peut comprendre cette chose-là de manière assez globale? Mais ça peut pas être le même combat parce que on n'est pas du même continent, on n'a pas la même culture. Je vous parle du Mexique. Je vous parle du Mexique. Tout à l'heure, enfin, avant de ce matin, le Mexique, bon, l'Amérique latine, mais où les femmes, par exemple, sont contentes. La réussite d'une femme, c'est de sortir avec le plus grand dealer de drogue. Bon, moi qui suis une petite africaine, là, quand on me dit ça, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, mais elles sont dingues. On est d'accord. Mais c'est une autre culture. C'est une autre culture. Vous comprenez? Oui. Donc, l'Européenne a fait un combat
on a des combats similaires. D'accord. Voilà, entre femmes, dans le monde entier. Ouais. Il y a des choses qui se rejoignent, puis il y a des choses qui sont culturelles. La femme africaine a été sous colonisation. Elle a perdu ses droits. La femme européenne se bat pour avoir des droits. La femme africaine se bat pour retrouver les droits qu'elle avait avant et qui lui ont été ôtés. C'est pas le même combat. C'est pas le même combat. La femme africaine est une reine. Pas toutes les femmes dans leur La humanité, femme non. africaine est une reine. Ok. On était des reines. On Ça, avait on va des se faire tirer tribus. dessus sur les On réseaux avait sociaux, hein. des tribus. On avait des tribus. Bon, les Européens aussi ont eu les Marie-Antoinette, des reines. Hein. D'accord. Ouais. Mais il y a des. Mais c'est une position qui était normale pour nous, dans nos sociétés à l'époque. Les hommes ne s'en plaignaient pas, c'était normal. Les femmes dirigeaient. Bon, les choses ont été un peu inversées. Donc c'est revenir à ce chapitre-là. Mais vous savez, quand on vous dit pendant des siècles, vous valez rien, c'est difficile. Hein. Mais aujourd'hui, ça se ressent encore dans la société actuelle, notamment quand une femme noire et une femme blanche évoluent au même endroit, on a l'impression que la femme noire est obligée de fournir beaucoup plus Mais bien d'efforts sûr. que la femme. Est-ce que c'est juste une Mais c'est impression, normal, ou mais vraiment c'est normal. Écoutez, qu'on le veuille ou pas, déjà, quand tu es en Occident, c'est pas ton pays. réel? D'accord. Ce n'est pas. C'est Arrête. trash, c'est trash, c'est Non, direct. non, mais c'est pas ton pays. Il faut pas se mentir. Si vous quittez en France, que vous partez je sais pas moi, en Amérique, ce serait pareil. Vous allez travailler. C'est pas ton pays, c'est pas ta culture, etc. Donc déjà, pour qu'on te prenne et qu'on te considère, il faut déjà travailler. Il faut faire tes preuves. Il faut faire tes preuves. Cette notion de liberté dont chacun veut s'imprégner est une erreur. Oui, il y a plus de liberté que dans certains pays. Mais il faut faire tes preuves. Il faut faire tes preuves. Quand tu auras fait tes preuves. Mais attendez, aujourd'hui on est dans un petit studio. Je vous souhaite vraiment, dans 5 ans, vous avez fait vos preuves économiquement. Économiquement, vous êtes assis. Vous pensez que ce ne sont pas ces gens-là qui viendront vous chercher? Si, Vous n'avez plus besoin de courir derrière les gens. Mais ce sont les lois de la nature. Faut pas se faire d'illusions. Des épreuves sont là. Mais aujourd'hui, quand un Africain postule, qu'est-ce qu'on demande? Mais pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un qui a la nationalité française que vous prenez un étranger? L'entreprise est obligée de dire, j'ai besoin de cet étranger parce qu'il fait le bon boulot. On lui donne les papiers, travailleur, d'accord, on change son statut. Il travaille, il est bon. On peut lui faire confiance. Quelques-uns vont lui mettre des bâtons dans les roues, c'est la vérité. Mais il est bon. Vous vous rendez compte que c'est ce noir-là qui est à côté finalement du boss. Hier matin, tout le monde est étonné. Comment il a fait? Ah, on est sûr qu'il est un bon marabout. Mais non, il n'est pas un bon marabout. Il l'a prouvé. Monsieur, quand j'arrivais à Collège de Paris, j'avais 15 heures de cours. D'accord. 15 heures. J'avais besoin d'un prof de remplacement. De remplaçante, 13 ans après, je suis là. Aujourd'hui, vous me faites une interview. De temps en temps, je peux me permettre de manger avec le directeur, enfin, ou le président du Collège de Paris. Pourquoi? Parce que je suis extraordinaire. Parce que j'ai prouvé que je connaissais de quoi je parle. C'est tout. C'est encore très intéressant, je pense, que d'avoir également notre vision sur tout ça. On va un peu laisser de côté ce chapitre sur les femmes dans la globalité et aussi se concentrer sur cet aspect d'étudiants étrangers, Bien parce sûr. que c'est une thématique qui vous tient énormément à cœur aussi. Aujourd'hui, il y a énormément de choses. Alors, une en particulier qui a attiré mon attention, c'est cette discrimination qui est dénoncée par les étudiants étrangers qui ont l'impression que, bon, voilà, quand ils postulent, leurs candidatures ne sont pas vraiment à étudier comme les autres candidats, qui ont l'impression que leurs démarches administratives sont traitées avec très peu de sérieux. Et vous, aujourd'hui, vous êtes au contact avec ces jeunes-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est dénoncé est réel, ou est-ce que c'est une impression, ou est-ce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, bien évidemment, dans cet écosystème français? Il y a le pour et il y a le contre. D'accord. Enfin, quand je dis pour, déjà,
je l'ai énoncé, je crois, tantôt, le plus difficile pour des étudiants étrangers, d'avoir un stage ou d'avoir une alternance. Il y a beaucoup de discrimination. Ça va venir de ton accent. Ton accent est très prononcé, ou les clients ne comprennent pas ce que tu dis, ou il y a plein de choses. Et puis dans certains secteurs, on va nous prendre tout de suite, parce que bon, ce sont les Africains noirs qui sont dans ces secteurs-là depuis des siècles et des siècles, et ça n'a pas changé. Donc évidemment, si vous partez postuler, faire des ménages, on va vous prendre, s'il y a de la place. Mais si vous partez pour faire un stage dans un bureau, ça peut être un peu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que des étudiants africains ne sont pas pris. Ok. Bien. Deuxième chose, au niveau de la préfecture, c'est la catastrophe. Vous savez, les écoles de commerce ont installé un système d'aller chercher beaucoup à l'étranger, en leur assurant qu'on va leur donner leur visa, leur machin, etc. Il y a des écoles, carrément, où je suis, où quasiment 95% sont des Africains. D'accord. Bon, c'est bien pour ces jeunes-là de faire des études en Occident. Mais on leur a tellement fait miroiter certaines choses, quand ils arrivent, ils sont déstabilisés. Il faut renouveler après les papiers, enfin, la carte étudiant. Souvent, ils trouvent des stages ou des alternances, mais ils ne sont pas à jour. Ils ont relancé la préfecture, qui met un temps effroyable. Beaucoup ont perdu des opportunités comme ça. Ou souvent même la carte est prête, on ne vous annonce pas, et quand on vous l'annonce, il vous reste... Déjà, ça a été bien entamé. Et je pense qu'il faut avoir des porte-paroles. Je pense qu'il y a des associations qui le font. Je regardais même sur LinkedIn, je pense qu'il y a des associations qui sont mises en place pour vraiment aider ces étudiants-là dans ces conditions. Parce que c'est stressant. D'accord. C'est stressant. Tu ne sais même pas si tu vas renouveler une année. Tu ne sais pas. Tu n'as pas tes papiers. Tu marches dans les rues. Aujourd'hui, on peut t'arrêter. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est un véritable problème. Il faut vraiment des personnes qui vont vraiment gérer ça. Des associations, des mouvements qui vont gérer ça pour pouvoir, je dirais, prendre en charge. Parce que c'est une souffrance. Et il y a une chose dont je voudrais vous parler, très peu en parlent. Beaucoup d'étudiants souffrent de burn-out. D'accord. Africains. Dépression. Je vous le certifie. Dépression. Je vois beaucoup abandonner, ce que je ne voyais pas avant. De plus en plus. Qui craquent quasiment même à la dernière minute. Burn-out. Donc l'étudiant a tellement... Pour avoir un travail, c'est la galère. Pour avoir un logement, on les maltraite, on les sort de logement. Je reçois des appels, Madame Babli, ma locataire m'a chassé. Qu'est-ce que je... C'est vraiment de la galère. C'est une aventure périlleuse. Pour beaucoup. Et vraiment, ils abandonnent. Et quand je demande, Madame, il a craqué. D'accord. Ou elle a craqué. Certaines qui me disent clairement, je vois enceinte. Ah, Madame, il fallait que je fasse ça pour avoir mes papiers. Je dénonce aujourd'hui. Pas parce qu'elles ont eu un mec qu'elles aiment, vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais pour s'en sortir. Tu te retrouves avec un gamin parce qu'il faut s'en occuper de ce gamin. La vie à l'étranger, elle est terrible pour nos jeunes. Elle est terrible pour nos jeunes. Bon, quand tu as tes parents au bled qui peuvent t'aider, ça c'est une autre chose. Je parle vraiment de la majorité. Et puis, il y a aussi ce côté où on arrive et on veut faire comme les autres. D'accord. Et ça me déplaît. Il faut que jeunesse se fasse. Mais cette légèreté
Et cette non-prise de conscience du fait qu'il faut prouver 2 fois plus qu'on est capable. C'est la réalité. Même moi-même qui vous parle là, je suis obligé de prouver plus. Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, j'ai les papiers français. Mais je suis noire, non? Donc ça veut faire comme les autres. Ça fait, voilà, ça, on vous embauche. C'est du mépris. Surtout quand c'est un Africain qui vous embauche. On a l'impression qu'on travaille pour tonton, pour tata. On ne vient pas à l'heure. D'accord. On est insolent. On ne respecte pas les consignes. D'accord? Des personnes qui vont être vos référents plus tard. Et après, dès que ça va mal, oh, ce sont des racistes. Ok. Ouais. Mais moi, ma peau, là, c'est du racisme. Ou bien vous partez travailler chez des Européens. Aucun respect. Tout le temps, des pleurnicheries. Et vous voulez que les gens se le gardent. Et dès qu'on va vous virer, c'est du racisme. Mais qu'on parle aussi à nos enfants. Qu'on parle à nos enfants. Mais la génération que je vois, elle est catastrophique. Je le dis honnêtement. Aucune prise de conscience. Ok. Aucune prise de conscience. Donc, oui, mais madame, mais, vous savez, madame, moi j'ai demandé un arrêt de travail parce que ma patronne elle m'a dit que je travaillais trop lentement. Je suis en dépression. Quand vous voyez ça, et nous qui avons le même âge, qui travaillions à McDo, d'accord, mais qui avions une vision de ce qu'on voulait faire. C'est le même âge. Hein. Quoi, vous pensez qu'on était plus mature? J'ai été folle aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Je dansais tout le temps, je faisais la fête. Les mêmes choses. Donc, c'est pas extraordinaire. J'avais pas plus de maturité que ça. Mais l'objectif, parce que j'avais compris que ça, là, il fallait que je prouve que je pouvais y arriver. On tend vers la fin, donc il faut impérativement prouver ce qu'on vaut par des compétences. Et que je profite que les Africains aussi profitent pour mettre en place des entreprises. Je trouve ulcérant que la communauté maghrébine, la pakistanaise, tout le monde ait des entreprises. Bon, la communauté asiatique, n'en parlons pas. Ils ont compris depuis. Les Africains sont les seuls consommateurs. Et on n'a pas d'entreprise pour prendre aussi nos enfants. Je profite pour donner ce message. Merci beaucoup, Madame Babli. Ça, on en reparlera encore en long et en large alors très prochainement, ça c'est sûr. On tend vers la fin. Votre petit mot de la fin à toutes les personnes qui nous suivent, à tous les étudiants également, un petit conseil, une petite préconisation, qu'est-ce que vous leur dites avant de les quitter? Ne désespérez pas, les choses se font. D'accord. On s'entend, les choses se font. Oui, après, je vous certifie qu'on oublie. Okay. On oublie ces moments-là. On les oublie, hein, sérieusement. On se rappelle parce qu'on a vécu ça ou un endroit nous rappelle des souvenirs. Mais on les oublie. Parce que, finalement, quelle satisfaction d'être arrivé. Ce pourquoi on a fait ce sacrifice. Il n'y a rien de tel que de pouvoir jouir de ce pourquoi on s'est sacrifié. C'est extraordinaire. Ayez toujours en tête votre objectif. Ce sera donc ça, le mot de la fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et très certainement à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.